Alors l'horizon de ces nouvelles façons de travailler se joue beaucoup aujourd'hui dans une manière de redéfinir le cadre du travail, de redéfinir les modalités du travail et l'exposition au risque des télétravailleurs ou des travailleurs déportés. On va en parler justement avec deux représentants des partenaires sociaux qui sont là et qui sont à l'œuvre à la fois pour essayer de mieux comprendre les phénomènes et aussi pour travailler à leur donner un cadre d'accompagnement au niveau communautaire européen. Avec nous, nous avons Rebecca Smith, directeur adjointe du département des affaires sociales chez Business Europe. Bonjour Rebecca d'être avec nous. Bonjour, vous nous entendez ? Bonjour, oui. Vous m'entendez aussi ? Oui, et Aude Cefaliello est avec nous. Elle est chercheuse à l'Institut du syndical européen, l'ETUI. Aude, bonjour, si vous nous entendez bien aussi. Oui, bonjour, parfaitement. I will do the debate in English. Maybe it's more easy for all of us for this. Eh bien, je vais mener les débats en anglais. Ce sera peut-être plus simple pour nous tous, je pense. En tout cas, pour ce débat. You can also have some questions to Aude and to Rebecca. We will share them at the end of this sequence. Bien sûr, vous pouvez poser des questions à Aude, à Rebecca, et puis nous prendrons vos questions en fin de session. Je vais commencer par vous, Aude. Quand on parle de la pandémie et de l'explosion du télétravail, quels sont les aspects qui ont mis en lumière des problématiques, des inégalités pour les travailleurs, les salariés, qui bien sûr existaient avant, mais comme vous l'avez dit, lorsqu'on en a parlé en amont, tout ceci est apparu et nous est apparu vraiment brutalement. Merci d'avoir posé la question. Avant de parler du télétravail, je crois qu'il faut se souvenir que la pandémie, c'était une claque. Ou ça nous a ouvert les yeux concernant les problèmes de gestion, d'accidents du travail, etc. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais me concentrer sur 3 catégories de travailleurs. Quelques mots concernant les travailleurs de première ligne. Pour commencer, ils ont travaillé à l'hôpital ou en contact avec les patients qui, eux, avaient la COVID. Généralement, c'était à l'hôpital. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, ces travailleurs souffraient. Les travailleurs dans la santé, parce qu'ils n'avaient pas assez de ressources dans ce secteur. Et lorsque la pandémie nous a frappés, nous avons vu du point de vue physique et psychologique que ces travailleurs étaient déjà très fatigués. Le problème, c'était qu'avant, ils faisaient face à des risques qui n'ont pas été bien gérés. Maintenant, la deuxième catégorie, les travailleurs essentiels, c'est-à-dire pas directement en première ligne, pas avec les patients Covidés, mais en tout cas qui étaient obligés de travailler sur site pour que la société fonctionne. Donc, ils sont essentiels. On a besoin d'eux. Alors, premier cas, l'Allemagne, par exemple. Les travailleurs, par exemple, dans l'alimentaire, avaient des conditions de travail assez difficiles. Mais avec la pandémie, on a vu que c'était l'environnement où les clusters pouvaient vraiment apparaître. Et maintenant, il faut revoir les conditions de travail. C'était quelque chose qui nous a ouvert les yeux, cette pandémie. Et maintenant, les auto-entrepreneurs, pour eux, on se dit que c'est à eux de s'occuper de leur santé et de leur sécurité. Mais quand vous regardez les travailleurs de plateforme, ils n'ont pas les moyens numériques de faire ça. Alors attention, une fois de plus, nous nous sommes concentrés sur eux pendant la pandémie. Mais en fait, c'était un problème qui existait avant. Et il est remonté à la surface. Et la troisième catégorie, les télétravailleurs, ceux qui pouvaient travailler à partir de chez eux, à distance. Eh bien déjà, le télétravail, dans ce contexte, c'est vu comme une mesure de prévention contre une exposition particulière à la COVID. Alors là, attention, c'est différent de ce que l'on voit maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que tout s'est fait dans la précipitation, l'évaluation des risques que l'on connaissait pour les travailleurs, les télétravailleurs depuis 20 ans, par exemple le poste de travail, le fait qu'ils étaient isolés, le fait aussi qu'on ne savait pas la différence entre le temps de travail et le temps personnel, eh bien, ceci n'avait pas été bien évalué, ce n'était pas l'objet de consultation sur le lieu de travail, et en fait, nous n'avions que des accords cadres, simplement. Et il existait des différences entre les entreprises, en façon de gérer la situation, parce que souvent, on ne disait pas clairement ce qu'il fallait faire du point de vue juridique. Donc, ceci a créé des inégalités, c'est vrai, lorsque les gens étaient forcés de télétravailler. Voilà, la situation existait, mais bien sûr, ça a beaucoup frappé les télétravailleurs. Eh bien, vous avez un document qui parle de ces inégalités, ainsi que les inégalités entre les sexes.
collègues. C'est vrai, vous en avez parlé, et notamment pour les télétravailleurs, télétravailleuses. Vous en avez parlé. Rebecca, maintenant. Est-ce que vous partagez ces mêmes constats? Êtes-vous d'accord avec Aude, notamment pour dire que la massification du télétravail, c'est aussi un risque de massification d'inégalités? Quels sont les enseignements, selon vous, que vous tirez de la massification du télétravail? Je suis d'accord avec Aude sur un point, qui est que tous les postes ne sont pas télétravaillables, si on peut le dire ainsi. Bien sûr, pendant la pandémie, on a vu que beaucoup de personnes ont continué à travailler pour que l'économie continue, pour que la société aille de l'avant. Et ces services rendus sont très importants, non seulement dans le médical, mais dans le transport, dans la santé médicale, mais aussi dans le transport et d'autres types de services liés à la chaîne d'approvisionnement. Il faut donc penser aux travailleurs dans ces secteurs, mais aussi penser aux entreprises. Les entreprises devaient continuer à faire face alors que les circonstances étaient difficiles. Maintenant, pour parler plus particulièrement du télétravail, ce que nous voyons bien sûr, c'est que les entreprises issue because it depends on the systems that were set up by the companies, but also on the individual experience of the workers. Of course, we all know some people prefer to work autonomously. Some people were quite pleased to be having more flexibility to work from home or elsewhere. Pour pouvoir travailler à partir de chez soi ou d'ailleurs. Mais pour certains, cela constituait plus de défis. Par exemple, suis-je plus isolé, je ne fais pas partie d'une équipe, etc. Donc, il nous faut bien sûr des démarches collectives ou de groupe, et nous en sommes pleinement conscients. Nous travaillons là-dessus avec les partenaires sociaux, mais il faut aussi se souvenir qu'il y a tout type d'expériences liées au télétravail. Et l'autre chose dont il faut se souvenir, et d'ailleurs on parlera de ça, j'en suis absolument certain, ce matin ou un peu plus tard, c'est que il faut réagir. Comment les partenaires sociaux peuvent réagir? Il faut se souvenir que la pandémie de la COVID, c'est quelque chose d'extraordinaire, notamment quand c'est lié à la question du télétravail, parce que les forces vives ont été forcées de travailler de façon télétravail et les employeurs aussi ont dû renvoyer les forces vives chez eux. C'est une pandémie, c'est normal, mais en tout cas, ce n'est pas la situation normale de travail pour le travail à distance ou le télétravail. Souvent, ça prenait la forme d'une demande venant du salarié qui voulait plus de souplesse dans son travail, ou alors ça peut être un accord mutuel entre le salarié et son patron. Donc, quelle que soit la situation à l'avenir, il faut s'en souvenir de tout cela, parce que la situation est très inhabituelle. Ce n'est pas une pratique normale pour le télétravail. Le télétravail, normalement, est quelque chose de volontaire. Et à l'avenir, quand on compare la situation actuelle, il faudra sûrement négocier pour essayer de définir un nouveau cadre de travail et les relations entre le salarié et l'employé. Combien d'heures par semaine, qui paie pourquoi, quelles sont les conditions. On a déjà parlé de ces questions-là tout à l'heure. Bien sûr, il faudra continuer à négocier. Il y a beaucoup de négociations en cours. Et puis, il y a aussi l'accord au niveau européen sur le télétravail qui existe depuis 20 ans déjà. Alors, voici ma question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il faut changer cet accord européen, il faut le rafraîchir et que de nombreuses négociations ont eu lieu autrefois et que peut-être celles-ci doivent être revues, ou bien est-ce que ces négociations se font peut-être au niveau d'un poste et puis garder cet accord européen comme socle de base? Eh bien, de façon générale, et d'ailleurs on l'a entendu ce matin, il y a plusieurs démarches nationales. Parfois, ce sont les partenaires sociaux qui conçoivent ces négociations au niveau sectoriel, au niveau de l'entreprise, concernant le télétravail. Dans d'autres cas, ça passe par le cadre législatif, avec les partenaires sociaux ou pas d'ailleurs. En tout cas, pour nous, ce qui compte, et d'ailleurs vous en avez parlé un petit peu, ce dont nous parlons entre partenaires sociaux à l'heure actuelle, c'est de voir comment revoir ces accords de télétravail.
Bien sûr, il faut déjà obtenir les mandats de nos membres concernant ce sujet avant de pouvoir agir. Mais en tout cas, nous voyons bien qu'il y a beaucoup d'éléments de ces accords de télétravail qui s'appliquent encore pleinement, alors qu'il y a de nouvelles problématiques qui ont émergé. Parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans déjà qu'il existe. Et la situation de la COVID a bien changé la donne pour le télétravail qui existait avant la pandémie. Bien. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que certains aspects de ces accords cadres s'appliquent toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la nature volontaire du télétravail. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, dans cet accord, ce qui est très clair, c'est que les travailleurs ont les mêmes droits de formation, de temps de travail, lorsqu'ils travaillent de façon télétravaillée. Il y a certains aspects qui s'appliquent pleinement aujourd'hui. En tout cas, il faut voir comment trouver un nouvel accord qui pourra prendre en compte les besoins des salariés, mais aussi les besoins des entreprises, des employeurs. Parce que ce qu'on n'a pas encore très bien étudié aujourd'hui, ce sont les défis à relever pour les gestionnaires d'équipe, quand tout le monde travaille à la maison ou de façon plus autonome. Ça, c'est difficile pour les cadres intermédiaires et puis même pour l'employeur. Comment faire en sorte que vous donnez de la souplesse aux salariés, aux collaborateurs, mais faire en sorte que les gens soient productifs, qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire. Et il y a toujours cet équilibre à trouver, justement. Voilà le genre de sujet que nous aborderons. Ça fera partie de nos négociations lorsque nous recevrons le mandat. Lorsque nous le recevrons, dis-je. Très bien. Aude, je reçois une question du public. Question de suivi, peut-être, pour réagir à ce qu'a dit Rebecca. Quels sont les textes européens, les règlements que l'on peut utiliser du côté des salariés, du côté des employeurs, pour soutenir le dialogue social dans le cadre du télétravail dans les entreprises? Vous voyez, on a parlé d'accords sociaux qui existent depuis longtemps. Existe-t-il d'autres documents que l'on pourrait utiliser, d'autres outils pour soutenir ce dialogue social du côté des collaborateurs? Oui, tout à fait. Mais d'abord, je veux réagir à ce qu'a dit Rebecca tout à l'heure. Un point. On parle de préférences individuelles. Très bien, mais cela n'est pas plus important que la démarche collective. On peut avoir des règles dans une entreprise qui respectent les préférences individuelles et cependant faire en sorte que le télétravail soit volontaire. Voilà, petite précision de notre côté. Maintenant, que dire? Oui, on a un accord télétravail qui existe depuis plus de 20 ans. Alors le problème, c'est que dans notre rapport de la Commission en 2008, sa mise en œuvre varie ici et là, parce qu'il s'agit d'un accord qui n'est pas contraignement, qui n'est pas du point de vue contractuel, un accord qui lie les parties. Et nous avons des principes généraux de prévention qui s'appliquent dans chaque cas où l'employeur, comme nous l'avons dit, doit évaluer les risques, doit aussi prendre des mesures de prévention pour atténuer les risques, les faire disparaître et prendre des mesures. Voilà les premières étapes pour pousser à la consultation, parce qu'il y a une obligation de consultation des travailleurs et des salariés lorsqu'il y a une incidence sur la santé et la sécurité, notamment mentale. Ensuite, il y a l'annexe 1 de la directive concernant l'équipement. L'annexe 1 nous dit qu'il faut voir les écrans, les claviers, les chaises, les bureaux, voilà, l'équipement. Tout ceci est déjà dans le règlement européen qui s'applique aux télétravailleurs et aux non-télétravailleurs. Il y a aussi un accord cadre qui existe avec le droit à la déconnexion qui a été conclu en 2020 avec entrée en vigueur 2023. Le moment est crucial pour nous. Tout à fait. Quelle mémoire, dites donc. Bien. Du point de vue salarié, et selon vous, ce qui est important apparemment, c'est qu'il est bon de négocier le télétravail, les conditions liées au télétravail, les jours télétravaillés, mais ce qu'il faut aussi, c'est négocier la mise en œuvre du télétravail ou sa non-mise en œuvre.
Par conséquent, si quelqu'un ne souhaite pas télétravailler, il doit avoir le droit de ne pas télétravailler. C'est quelque chose d'important aussi. Il ne faut pas créer de nouvelles inégalités, n'est-ce pas? Qu'en est-il de cela dans le cadre des négociations actuelles? C'est moi qui réponds ou c'est Rebecca? Eh bien, Aude peut-être en premier, puis ensuite Rebecca. D'accord, très bien. Je crois que l'aspect volontaire, c'est bien ça la question, c'est-à-dire bien parler de l'aspect volontaire. Oui, bon. Alors, pour les postes télétravaillables, pour les secteurs télétravaillables, lorsque cela n'existait pas avant, eh bien, ce qui compte beaucoup, c'est d'avoir ce débat. Et attention, mise en garde, il est très important d'avoir un cadre juridique pour définir les sujets, pour ensuite responsabiliser les travailleurs et rassurer les employeurs pour savoir ce dont il s'agit. Ce cadre juridique serait une forme de sécurité. Maintenant, l'aspect volontaire est essentiel, c'est vrai, mais ça veut dire, par exemple, des quotas. Nous pourrions dire 10 jours télétravaillés, envisageables pour les salariés, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, par mois, 10 jours. C'est un compromis, peut-être pas 10 jours, c'est vrai, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. Continuer à conserver le lien pour que ça soit acceptable par les employeurs et pour les salariés qui auront un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis aussi la transition verte, parce que le télétravail peut être un outil vraiment très positif. Et si les gens travaillent dans des petits appartements, s'ils n'aiment pas travailler à la maison, ils auront toute la liberté de choisir. Et en tout cas, nous ne recommandons pas 100% de télétravail, comme c'était le cas pendant la pandémie. Il s'agit de compromis, discussions avec les dirigeants pour arriver à un accord qui soit acceptable par les deux parties. Some questions, but with the questions from the audience, and I will say it in French if. Rebecca, j'ai reçu d'autres questions du public et je vais m'exprimer en français si ça vous va. Mais je sais que vous parlez très bien français aussi. Le dialogue social est le socle de la performance des entreprises. Comment faire prendre conscience aux acteurs que cela fasse partie des enjeux au même titre que la culture de prévention? Comment pourrait-on inciter les entreprises, les directions d'entreprise à s'emparer de cet atout? Et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire aussi comment dans ces négociations faire en sorte que les employeurs prennent conscience de l'atout que représente dans le dialogue social ce télétravail et se l'approprient pleinement. Yeah, maybe just, if I may, to come back to the point before, but I think here we fully agree with the trade unions, you know, telework. Je peux réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Nous sommes complètement d'accord avec les syndicats. Le télétravail, ça doit être sur une base volontaire. C'était un principe dans l'accord 2008. Et si nous arrivons à négocier un nouvel accord, je pense que ce serait un principe clé. Il n'y a aucun employeur ou salarié qui veut être à 100% soit au travail ou 100% à la maison, au bureau ou à la maison. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Et ceci dans l'intérêt de l'employeur et dans l'intérêt du salarié également. Donc notre rôle, en tout cas au niveau européen, et ça c'est notre point de vue, c'est de travailler sur ce cadre et laisser assez d'espace pour les partenaires sociaux au niveau sectoriel ou national ou de l'entreprise, parce que c'est là où les cas sont spécifiques, où les gens ont la connaissance. Leur donner, comme je disais, assez de liberté pour que eux, ils conçoivent les règles qui s'appliquent le mieux. Et nous, on ne peut pas le faire au niveau européen, je pense. Il nous faut un calendrier, un cadre, des règles, mais c'est chaque secteur, chaque entreprise qui est différente et qui établit ses règles sociales. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, la question n'est pas simple, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, je peux vous dire. Si je vous ai bien compris, la question, c'est de savoir comment nous encourageons les employeurs pour qu'ils soient plus positifs vis-à-vis du dialogue social au télétravail, notamment. Alors, peut-être que je vais surinterpréter, je m'en excuse par avance, la question c'est de savoir si cette négociation n'est pas juste une chose supplémentaire sur les épaules de l'employeur, mais que ceci soit bon pour l'employeur, qu'il y ait des avantages pour l'employeur.
plutôt que de voir ça comme une série de règles à mettre en œuvre et surveiller ensuite. Non, pour que les employeurs puissent être plus proactifs, qu'ils puissent utiliser ceci comme des outils de prévention, par exemple des outils de dialogue social, et pas simplement quelque chose d'obligatoire pour répondre aux besoins du salarié. Tout à fait. Mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner le dialogue social, selon nous en tout cas. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Si on parle d'un dialogue social et que celui-ci devienne un instrument juridiquement liant pour les parties, il faut qu'il y ait des droits donnés et octroyés aux travailleurs. Et comme tout dialogue social, que ça passe par la loi ou pas, ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre entre les besoins de l'employeur et les besoins du salarié. Cela veut dire qu'il faut être positif des deux côtés et il faut permettre cet espace pour l'émergence de solutions de type dialogue social. Un espace qui soit spécifique avec des mesures particulières à prendre dans certains secteurs, dans certaines entreprises, qui répondent vraiment aux besoins des employeurs et des collaborateurs. C'est ça qu'il faut. Une attitude positive, constructive, étudier les besoins des deux côtés de la table et que ceci se base sur la confiance pendant la négociation. C'est là que les accords sont bons. Je crois que vous le comprenez bien. Et en tout cas, c'est ce que nous allons faire. C'est notre état d'esprit pour ces négociations à venir. Si, bien sûr, nous recevons un mandat. Oui, c'est ce que l'on souhaite tous, d'arriver à ces accords. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il y a peut-être d'autres chemins qu'on peut envisager. Peut-être par la réglementation, définir ce qui est possible et pas possible. On a vu cela dans le cas de certains pays. Il y a le droit à la déconnexion, par exemple, qui a été accepté. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est parfois lié à la négociation collective. En tout cas, ça fixe une base, des normes de base. Maintenant, j'ai une question à vous poser. À l'heure actuelle, êtes-vous en faveur d'une directive européenne concernant le droit à la déconnexion pour qu'il s'applique dans les pays où il n'existe pas de loi? Qui souhaite commencer à répondre à la question? Si ça vous va, je peux commencer. D'accord, très bien. Aude et ensuite Rebecca. Maintenant, qu'en est-il du lien avec la directive ou la loi nationale et le dialogue social? Bien. Je crois vraiment, et nous avons des exemples, je crois qu'une directive nous donne une liberté de contenu de débat. Vous voyez? Ensuite, les partenaires sociaux pourront toujours parler du fond du débat. Il faut absolument souligner ce point-là. La directive ne vous donne que des objectifs, des cibles que vous partagez des deux côtés de la table. Donc oui, le droit à la déconnexion, bien sûr. Une fois de plus, ça peut vouloir dire faire en sorte que celle-ci soit mise en œuvre, bien sûr en respectant la loi nationale, dans un esprit de liberté, liberté de la mise en œuvre, mais en tout cas pour que chacun ait un système qui fonctionne. Et le droit à la déconnexion, cela dépend beaucoup des risques qui existent, l'organisation du travail, des risques psychosociaux. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, les pénalistes l'ont dit, ce qu'il faut, c'est pas simplement dire aux travailleurs, vous pouvez déconnecter, mais il faut les mettre dans un cadre qui leur permet de déconnecter, c'est-à-dire une charge de travail qui ne soit pas énorme pour que la personne puisse complètement déconnecter à la maison. Vous voyez, ce n'est pas qu'aux travailleurs qu'il incombe de se déconnecter. Il faut l'environnement propice pour que le salarié puisse agir. La directive peut être l'outil idoine. Rebecca, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut voir un contexte plus large. On peut déjà se déconnecter. Nous avons plusieurs règles qui vont dans ce sens. Ce qu'il faut peut-être, c'est que la mise en œuvre soit plus efficace. Si nous recevons un mandat de la part de nos membres, c'est l'un des sujets que nous étudierons. En tout cas, je suis d'accord avec Aude pour dire que
ce qu'il faut, c'est aborder les aspects structurels. Pourquoi les salariés expriment ce besoin? Donc, c'est lié à l'organisation du travail, les liens avec les dirigeants, les liens avec les collègues, parce qu'il faut bien se souvenir que la charge de la connexion, la charge des réponses au courriel ne vient pas que des patrons, ça peut venir des collègues. Donc, ce qui compte, c'est la culture au travail. Ce qui compte aussi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une culture de travail en dehors des heures de travail. Ce qui compte, c'est la charge de travail à bien gérer, les liens au travail et les hypothèses de travail qui existent, par exemple, les gens qui travaillent hors de leur période de travail normale. Il y a des choses qui peuvent passer par la loi, selon nous, mais il y a des choses qui doivent se faire au niveau entreprise, selon nous. De même, ceci constitue un sujet et nous pensons à des cadres liants juridiquement peut-être. En tout cas, ce qui compte, c'est d'avoir cet équilibre entre les besoins des salariés et les besoins des employeurs. Il faut se souvenir qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui apprécient cette souplesse. Parfois, ils veulent aller faire des courses, aller chercher les enfants à l'école ou aller faire un peu de sport le matin ou le soir. Il faut leur donner cette souplesse. Il ne faut pas, comment dire, que nous soyons un petit peu coincés du côté salarié ou employeur. Ce n'est pas dans notre intérêt mutuel. Il ne faut pas des règles trop strictes, parce que sinon nous n'aurions pas cette réponse aux besoins de flexibilité et de souplesse. Très bien, il nous reste quelques instants avant de passer au déjeuner. Et maintenant, je souhaiterais peut-être vous poser une autre question concernant la pandémie et la massification du télétravail. Comment tout ça a encore plus mis en exergue le fait que vous cherchez à travailler sur une nouvelle directive sur les risques psychosociaux, les RPS, car ces RPS, ces risques psychosociaux, sont une dimension importante des risques liés au télétravail. Comment le télétravail a peut-être souligné encore plus cette urgence de travailler sur la directive RPS? Tout à fait. Et Rebecca a parlé de la charge de travail, de l'organisation du travail. Elle a parlé aussi des liens qui existent avec la direction, les cadres, les collègues. Ça, ce sont des risques psychosociaux. Ce sont des facteurs qui amènent à des risques psychosociaux. Ça doit être cadré, on doit avoir de la prévention dans ce sens. Par exemple, le stress au travail ou lié au travail. Attention, il peut y avoir du harcèlement au travail, des choses comme ça. Ce sont des sujets dont il faut parler, il faut les aborder. Et d'ailleurs, nous voyons que les risques psychosociaux ont été mal gérés pendant la pandémie. Tout le monde télétravaillait, plein temps, et c'était la pandémie. D'accord, je vous l'accorde. Mais en tout cas, ce restera un risque principal, ainsi que les troubles musculo-squelettiques. Par exemple, là, il est possible de penser à un cadre juridique. Nous avons des exemples de législation dans plusieurs pays qui ont marché, et ça existe depuis des décennies. Par exemple, le Danemark. Il existe un règlement depuis longtemps, depuis 2020, en donnant une liberté aux entreprises de parler du sujet, mais en tout cas, vous avez toute une liste de ce qu'il faut évaluer et ce dont il faut parler. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cadre directement pour les TMS. Ça se base sur le principe de la prévention. Et l'EU OSHA nous dit que, bien sûr, s'il y a une évaluation de la sécurité dans de nombreuses entreprises dans l'UE, il y a, par exemple, le harcèlement au travail qui n'est pas dans cette liste, pour ne donner qu'un exemple. Et cependant, grâce à ce cadre, nous pouvons en parler dans le cadre de la santé et de la sécurité. Tout ce dont nous voulons, tout ce que nous voulons, c'est ce débat pour en parler avec les travailleurs et les employeurs, pour la sécurité des salariés et pour le bien des employeurs, pour qu'ils sachent ce que sont ces risques psychosociaux. Donc oui, il est temps de parler d'une directive RPS. Rebecca, en quelques mots, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne occasion, selon vous, pour pouvoir parler de tout cela
Par tout cela, je veux dire directive ou autre type de cadre concernant les RPS. Notre position est différente de celle des syndicats. Pour nous, il n'y a pas besoin d'une directive en particulier parce que nous avons la directive de cadre santé-sécurité de l'Union européenne déjà. Et lorsque l'on évalue les risques, nous avons des listes, comme vous l'avez dit. Et il n'y a pas de raison d'avoir une directive en particulier. Parce que nous, les employeurs, ce que nous n'aimons pas, c'est cette nouvelle tendance, cette tendance qui existe déjà depuis plus de 10 ans dans la législation santé-sécurité, c'est d'avoir une directive qui soit trop particulière. Parce qu'après, il y a la question de l'évaluation. Et c'est parfois difficile pour les employeurs. Ce que nous préférerions voir, ce sont des moyens d'appliquer ce qui existe dans la directive et comment ça s'applique au RPS, au travail. Mais il y a autre chose à la clé. Quand on parle des RPS, vous savez, il est difficile de définir les liens de causalité avec le lieu où les gens travaillent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est établir un lien de causalité avec le lieu où l'on travaille. Et ça, c'est difficile. Souvent, c'est difficile parce que les causes peuvent être hors du lieu de travail et parfois, ça peut se passer là où nous travaillons et ça a une incidence sur la performance des salariés. Pour nous, le cas est plus complexe qu'il n'y paraît. Il nous faudrait des orientations pour évaluer les risques et en tout cas, ce que nous pourrions faire, c'est lors de la révision, du réexamen de la directive sur le lieu de travail et la directive sur l'équipement notamment, nous pourrions en parler. Il n'y a pas que ça qui amène du stress de type RPS, mais en tout cas, nous pourrions à ce moment-là essayer de travailler sur les dispositions qui existent liées au stress dans le cadre de ces deux directives parce que nous allons de toute façon les réexaminer dans les années à venir. Voilà, selon moi, ce que l'on pourrait faire. Voilà le genre de débat que nous pourrions envisager avec les syndicats, bien sûr, en prenant en compte les équilibres qui sont les leurs et les nôtres. Tout à fait. Quel programme? Il y a encore des négociations en cours, en plus, en parallèle, je pense. Et nous en reparlerons dans un débat Eurogip. En tout cas, merci d'avoir dit tout cela, d'être venu, d'avoir participé. With a lot of passion actually on these issues. Thank you. We will meet this afternoon. En tout cas, quelle passion pour parler de tout cela. Merci beaucoup et nous nous retrouvons cet après-midi et nous allons continuer cet après-midi ces débats. Nous verrons comment envisager l'innovation dans cette forme de travail hybride et puis aussi nous verrons quelles sont les stratégies européennes pour voir les choses différemment, pour voir cette nouvelle façon de travailler différemment. Ce sera la suite de nos débats. Merci. Et nous nous retrouvons à 14h après le déjeuner. 14h, heure de Paris. Merci.